Donc, je m'appelle Benjamin Astier, je suis en quatrième année de doctorat au sein de l'équipe Hémisphère de l'Université catholique de Lille, ainsi que dans le laboratoire de recherche qui s'appelle Devisu en sciences de l'information et de la communication. Donc, comme l'a présenté James précédemment, je fais partie d'une équipe qui aborde les écosystèmes d'innovation avec plusieurs approches, une plutôt quantitative, économique et économétrique, et moi, je suis plutôt sur la partie qualitative et sur des corpus de recherche. Donc, la grande thématique de mes recherches et de ma thèse, c'est donc risque perçu décisionnel, quelle influence stratégique dans un écosystème d'innovation. Et mon terrain de recherche, c'est la région des Hauts-de-France et particulièrement le textile. Donc, je vous propose, dans un premier temps, voilà, je vais balayer un peu mes travaux de thèse. Et ensuite, un travail sur une communauté d'innovation qui a émergé de façon totalement bottom-up et que je suivis depuis 2-3 ans. Et donc, avec l'objectif d'essayer de comprendre quels sont les leviers de cette structuration, ce qui a permis cette structuration et enfin voilà, tout simplement, quels sont les facteurs clés de succès. Donc, les points de départ de la thèse, c'était de comprendre comment un territoire peut-il favoriser euh, les processus d'innovation, enfin le phénomène d'innovation en général. Donc, on s'est intéressé à la région de Lille et particulièrement au textile parce que c'est un secteur historique et en fait, ça se retrouve encore, cet héritage historique se retrouve dans les processus d'innovation. C'est aussi la deuxième région française en textile technique et c'est le deuxième pôle numérique de France avec tout l'environnement autour de la technologie, etc. Et bien sûr, donc, je l'inclus dans le textile et dans la mode parce que le numérique, c'est un secteur transversal qui vient affecter tous les autres secteurs. Et globalement, la région, c'est un bassin socio-économique d'environ 80 millions de consommateurs et d'acteurs. Donc voilà un travail en cours que j'ai réalisé et que justement la communauté d'innovation dont je parlais tout à l'heure a mobilisé aussi. Donc ça représente, c'est une cartographie partielle et assez normale de l'écosystème d'innovation avec un prisme théorique. Donc ça peut paraître un peu touffu au premier abord. Évidemment, c'est une carte partielle. Donc, ce que vous voyez en haut, je ne sais pas si je peux pointer quelque chose. Il y a un pointeur? OK. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est les entreprises. Ce que vous voyez juste en dessous, c'est les startups. Ce que vous voyez encore en dessous, c'est donc tout ce qui va être dispositif de soutien à l'innovation, tout ce qui va être événements, écoles, tiers-lieux, projets, centres de formation, etc. Et tout ce que vous voyez en dessous, c'est ce on appelle plutôt un underground, communauté informelle, réseau, étudiants, artistes, makers, porteurs de projets, tout ce qui va être marginal au sein de l'écosystème. Marginal, mais nécessaire. En fait, c'est un prisme théorique de travaux qui ont été faits par des Franco-Canadiens, Patrick Coindé et tout le réseau Mosaïque, et qui explique que, je crois que j'ai peut-être mis non, après, qui explique qu'un écosystème se compose en trois strates. Un upper ground, qui est très structuré, qui est très formalisé, qui est tourné vers l'exploitation du savoir normé, des idées normées, et enfin, voilà, de tout ce qui est existant, établi et partagé. Et donc, dans cette grappe-là, on va trouver évidemment toutes les entreprises, les institutions. Les startups, elles sont légèrement en dessous parce qu'elles sont en cours de structuration. Pour avoir étudié plusieurs trajectoires de startups individuellement, avec des interviews des dirigeants, on s'aperçoit qu'il y a certaines startups qui, en réalité, elles ont un statut, mais d'une certaine manière, elles ne sont qu'un processus d'innovation en cours de structuration, d'où toutes les expressions autour des pivots, etc., etc. Donc, tout l'enjeu pour un écosystème d'innovation, ça va être de garder une dynamique d'équilibration. C'est-à-dire, c'est ça qui va différencier un système d'un écosystème. C'est-à-dire que dans l'écosystème, il y a un mouvement qui va lui permettre enfin, il y a des tensions qui vont permettre de conserver un mouvement
et des tensions qui sont antagonistes. C'est un peu comme dans l'organisme humain d'avoir des agressions extérieures de bactéries, etc. Ou même dans notre organisme, on contient, je ne sais plus quelle molécule exactement, de l'arsenic, du cyanure, dans des quantités infimes, mais qui permettent de toujours venir re-questionner, un peu comme dans les fourmilières, d'avoir un certain nombre de fourmis qui, en réalité, ne travaillent pas et se baladent dans la galerie et abîment ce qui est vieux, et ce qui va obliger toute la partie ouvrière à recréer du nouveau. Et donc ça, c'est imagé à travers l'underground, qui vient sans cesse créer la connaissance marginale, nouvelle, décalée, parfois même en opposition avec ce qui existe. Donc, une première étape pour étudier un peu, aborder ce secteur dans les Hauts-de-France, c'est d'avoir, alors comme je le dis, c'est un travail en cours, c'est une carte partielle, sachant qu'il y a plus de 500 entreprises. Là, on n'en voit qu'une cinquantaine, mais ça donne déjà une idée. Et de voir un peu comment les organismes peuvent jouer un rôle dans le soutien à l'innovation, le soutien à la recherche. Bon, il y a France Angel, les Cigales, différents tiers-lieux, des organismes d'études qui produisent aussi des statistiques, etc., etc. Donc ça, c'est un premier point de départ établi. Et après, la question, c'est de se dire, très bien, on a une cartographie, mais qu'en est-il des liens entre tous ces éléments? Et donc, dans une démarche de procéder d'une écologie de l'innovation, c'est-à-dire d'étudier les causes des causes et les liens, et avec cette perspective écologique que tout compte, même ce qui est infime, la fourmi a autant d'importance, ou le plancton a autant d'importance dans l'écosystème que la baleine, même si, de notre point de vue, qui est construit et normé, l'un semble avoir beaucoup plus d'importance que l'autre. Donc, l'objectif, c'est d'étudier les relations qui concourent à produire de l'innovation via l'analyse du processus informationnel communicationnel. Informationnel, comment l'information se construit. Communicationnel, qu'est-ce que les acteurs ont en commun. Avec l'idée que toute relation est une double description. C'est la perspective socio-constructiviste fondamentale. Dans cette optique, donc l'originalité de la thèse, c'est d'adopter un point de vue idiographique, c'est-à-dire de prendre le point de vue des acteurs de l'écosystème, avec l'idée sous-jacente que finalement, un écosystème comme ça, il existe, mais de notre point de vue, mais à l'inverse, l'écosystème tel qu'il serait perçu par les protagonistes qui, eux, sont confrontés aux problématiques d'innovation, ce que eux perçoivent, finalement, d'une certaine manière, est plus réel que ce que nous, en tant que chercheurs, on peut observer de l'extérieur. Donc la question, c'est comment les entreprises, les organismes, les protagonistes, qui sont confrontés à des problématiques d'innovation, perçoivent-ils leur environnement? Donc ce petit schéma, écosystème d'innovation, de la mode et du textile dans les Hauts-de-France, et entité en contexte d'innovation, donc ça peut être une entreprise ou autre, des porteurs de projets, toute personne qui serait confrontée à une problématique d'innovation, et de voir qu'est-ce qui est donné par l'écosystème, qu'est-ce qui est mis à disposition, avec l'idée qu'il y a des choses qui peuvent être mises à disposition et détournées, peuvent ne pas être perçues, peuvent être perçues de manière différente, etc. Donc, ce qui est posé, ce qui est mis à disposition, ce qui est donné, n'est pas nécessairement adopté. Et de voir qu'est-ce qui est adopté et de quelle façon. Quelles conditions organisantes pour produire quel sens aux données. Et c'est avec cette idée, donc c'est le processus d'adoption, d'appropriation, qui va déclencher l'engagement dans des actions qui, au premier abord, peuvent sembler incertaines. Puisqu'évidemment, il faut se rappeler que l'innovation comporte, bien heureusement ou malheureusement, alors, les questions, c'est en pendant ou après? Je ne sais pas. Après? OK. Au premier abord, incertaine. En sachant que la majorité, environ plus de 80% des projets d'innovation échouent, puisque l'innovation comporte incertitude, aléas, imprévus, risques opérationnels. Donc, dans ce contexte-là, comment les entreprises confrontées à des problématiques d'innovation construisent-elles leur paysage stratégique? Donc, l'idée, c'est de ne pas étudier le processus décisionnel en tant que tel, mais surtout de qu'est-ce qui existe
dans les perceptions des protagonistes, qu'est-ce qui existe dans leur champ de vision qui va sous-tendre les décisions. Comment un écosystème d'innovation peut-il aider à appréhender un risque perçu décisionnel alors que les processus d'innovation augmentent évidemment la part de l'incertain? Donc, il y a tout un travail dans la thèse où on différencie ce qu'on appelle le meaning making et le sense making, c'est-à-dire la création de sens par rapport à un environnement qu'on perçoit, et le meaning making, c'est construire cet environnement, ce qui va sous-tendre la décision. Donc voilà, raisonnement axiomatique-inductif. On a fait 15 entretiens dans le cadre de cette thèse. J'en ai fait aussi 5 autres avec des acteurs publics, et j'en ai aussi fait une vingtaine d'autres avec la communauté d'innovation. Mais en tout cas, pour établir ce corpus, on a travaillé sur 15 entretiens semi-ouverts. Ce qui nous a amené, à partir de l'analyse thématique des entretiens, à construire ce qu'on appelle des grilles triadiques, avec 3 pôles, donc un vertical, qui constitue ce qu'on a trouvé comme éléments signifiants de l'écosystème, c'est-à-dire qu'est-ce qui est signifiant pour les acteurs, confrontés aux problématiques d'innovation toujours, et par rapport à chacun de ces éléments signifiants, quel attribut décisionnel, quel est l'attribut décisionnel dont il est porteur. Donc, c'est des attributs décisionnels qui sont au nombre de 4 sur les lignes horizontales et on appelle ça bivalents. Donc, c'est basé sur toute la logique de constraint de George Kelly et de la sémantique différentielle de Osgood. Donc, on a trouvé confiance et à l'inverse méfiance, renseignement ou désorientant, c'est-à-dire ce qui va rendre confus, faisabilité ou contestabilité, différence ou banalité. Alors évidemment, les 5 éléments que sont dispositif, réseau, aspiration, infrastructure et territoire, ce sont des mots valises. Derrière dispositif, on va entendre centre de recherche, HDFID, chambre de commerce, BPI, etc. Donc après, il y a toute une deuxième partie dans la thèse où on développe les sous-catégories du dispositif, mais qui permettent d'établir des grilles, non pas de 4 par 5, mais de, je ne sais plus combien, de 20 par 30, des choses comme ça. Mais au moins, ça permet d'avoir une cartographie qui a été construite du point de vue des acteurs. Et donc ensuite, à partir de l'analyse thématique, on peut coder ces grilles-là. Donc les scores vont de 1 à 5. Par exemple, pour l'entretien numéro 9, la dimension du réseau, donc vertical réseau, croisé avec confiance-méfiance, il y a un attribut de 1. C'est-à-dire que c'est fortement source de confiance. Pour lui, les réseaux, ce que recouvre la dimension réseau, c'est un apport de confiance qui peut être nécessaire pour des partenariats, pour des travails en commun, etc. Par exemple, pour lui, le dispositif, croisé avec différence ou gauche, c'est codé à 5. Ça veut dire que pour lui, le dispositif, c'est un apport de banalité. En l'occurrence, s'il y a des problématiques qui sont liées à l'exploitation, c'est pertinent pour lui. S'il y a une recherche de créativité ou d'idées nouvelles ou de voir les choses autrement ou de construction de nouvelles problématiques, ce n'est pas du tout vers là qu'il se tourne. Donc l'intérêt de faire ça, outre d'avoir... parce qu'en fait, les entretiens sont retranscrits, ça fait à peu près 1500 pages de texte. Donc c'est très bien parce que c'est très riche, mais en même temps, c'est difficile à manipuler. Donc ça, en fait, on s'en est servi un peu comme une synthèse par itération de isoler, dispositif, réseau, aspiration, on ne s'y attendait pas, mais finalement, ça apparaît comme quelque chose de très important. Je vais revenir dessus par la suite. Infrastructure, ça représente évidemment essayer de monter une entreprise sans Wi-Fi, ça va être compliqué. Le fait d'être à 1 heure de Paris, ça fait que des gens peuvent venir assister à des conférences à Lille à la journée, ou peut-être un jour ou deux. Le fait d'être à côté de la Belgique, des choses comme ça. Enfin, voilà. L'infrastructure, ça va être plutôt la capacité du territoire à se relier à d'autres territoires. Le fait de pouvoir aller à Dubaï rapidement, pour certaines entreprises, ça compte. Tout en étant proche d'Aura Santé, avec tout l'ensemble d'expertise qu'on peut trouver à Aura Santé, pour certaines entreprises, ça compte. L'avantage de ces grilles triadiques, c'est qu'après, on peut faire des analyses en composantes principales, des statistiques non paramétriques. Donc, c'est assez rudimentaire. Simplement, on voit
les éléments signifiants donc en rouge et les attributs décisionnels qui sont corrélés ensemble pour chaque entretien. Donc là, très simplement, le territoire, donc toujours pour ce monsieur de l'entretien 9, pour lui, le territoire, donc en haut à droite, c'est plutôt désorientant. Il ne comprend pas, donc j'ai plus tout l'entretien en tête, il ne comprend pas comment les enjeux politiques, territoriaux, entrepreneuriaux, etc. sont emmanchés. Donc pour lui, c'est source de confusion. Le dispositif, de par son expérience, il en dégage aujourd'hui plutôt c'est corrélé à la méfiance et de la banalité. De par son expérience, il se méfie de certaines parties du dispositif. Et à l'inverse, différence et aspiration fortement corrélées, notamment parce que pour lui, il veut tourner son entreprise vers des enjeux de durabilité et d'écologie. Et donc, le fait de se tourner vers ces nouvelles questions, ça lui amène des nouvelles problématiques qui lui amènent des nouvelles solutions et un regard nouveau sur le fonctionnement de son entreprise. Et en fait, ça peut être difficile à appréhender puisque c'est quand même intangible, les aspirations. Mais finalement, à travers les entretiens, on peut arriver à isoler ce genre de choses. Donc voilà, là, j'ai mis pour l'entretien 2. En l'occurrence, pour elle, infrastructure, c'est corrélé avec méfiance. En l'occurrence, c'est une entreprise qui a toute une partie de son activité sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et elle disait, bah voilà, pour moi, l'infrastructure, enfin, elle ne dit pas l'infrastructure, mais la personne va parler d'Internet et des réseaux comme sine qua non à son activité, mais en même temps extrêmement dangereux, parce qu'en fait, comme on le sait, les réseaux sociaux, c'est très volatile. On est à portée du bad buzz. On peut publier des choses, mais si quelqu'un commente quelque chose, potentiellement, je ne vais pas le voir et ça peut, je cite, flinguer une marque et avoir des conséquences sur le chiffre d'affaires, etc., etc. Et à l'inverse, donc, qui est porteur de confiance, ça va être plutôt le réseau. Donc voilà, j'ai mis un troisième exemple. Je ne sais pas pourquoi ça bouge. Infrastructure différente, territoire, banalité, etc. Donc j'ai mis un exemple de sous-catégorie à quoi sert le dispositif du point de vue des protagonistes. Donc, ce qu'on a trouvé, donc, les colonnes sont indépendantes. Elles se lisent pas. Enfin, ce qui est à gauche n'est pas corrélé avec ce qui est à droite. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est les fonctions recherchées. Le dispositif, extension ponctuelle de compétences, avec la recherche d'expertise, de tâches circonscrites, etc. Des moyens d'intégration à des réseaux d'opportunités, notamment quand on est une jeune start-up ou quand on s'implante sur le territoire, une manière de s'implanter dans les réseaux qui sont importants et qui peuvent être informels, des réseaux de patrons, de chefs d'entreprise, etc. Le dispositif peut être un moyen d'intégration. Accès à un cadre info-communicationnel de savoir et de connaissances tacites. Quelque chose aussi intéressant, un espace d'apprentissage du rôle de chef d'entreprise. En fait, les jeunes étudiants ou les gens qui n'ont pas dirigé une entreprise, ça peut paraître anodin, mais tout à coup, on se retrouve dans le rôle de « je suis chef », les gens attendent mes décisions, et puis je dois prendre des décisions difficiles parfois. Et en fait, tout ce rôle-là, il s'apprend. Et plusieurs entreprises, en tout cas, cherchent à apprendre ce rôle et apprennent ce rôle au sein du dispositif. L'enrôlement de porte-parole. Donc ça, c'est en référence aux travaux sur la sociologie de la traduction de Calon, Latour et Madeleine Acriche. Un article des années 80, fin des années 80, qui est toujours très intéressant, qui s'appelle tout simplement « À quoi tient le succès des innovations ?» Et notamment, un des 2 facteurs de succès qu'ils ont identifiés, c'est l'enrôlement de porte-parole, qui permettent une sorte de démarche en spirale où, à chaque tour, en fait, on a recruté des nouveaux alliés, qui fait que notre innovation, notre technologie, elle s'insère dans un système qui possède déjà tout un nombre d'alliés. Et espace d'acquisition de financement direct et indirect, assez simplement, c'est ce qui s'observe. Donc, bon, les natures normales, c'est assez classique. Donc, j'avance peut-être. Donc, ce qui permet, donc, comme je disais, c'est une démarche inductive. Donc, la conclusion de la thèse, c'est d'aboutir sur des hypothèses de travail légitimes, construites. Donc, la première, c'est la formalisation de la relation entreprise-écosystème, avec donc l'établissement d'éléments signifiants et d'attributs décisionnels bivalents. Avec l'idée, donc j'aimerais bien tester ensuite cette méthodologie à Lyon, à Paris, peut-être sur d'autres secteurs, pour voir si on retrouve un peu les mêmes choses, quelles peuvent être les différences.
Et aussi, j'aimerais bien tester cette méthodologie sur des objets beaucoup plus concrets, ne serait-ce qu'un pôle de compétitivité beaucoup plus circonscrit qu'un concept d'écosystème d'innovation qui est assez grand, assez vaste. Une des fonctions d'un écosystème d'innovation consiste à améliorer la cohérence des construits en améliorant ainsi leur capacité de prédiction en contexte d'innovation. C'est toujours dans une perspective socio-constructiviste où on considère que l'environnement qu'on perçoit, il n'existe pas en dehors de nous, il est construit. Et en fait, notre cerveau est sans cesse en train de confronter ces construits à ce qu'on vit. C'est pour ça que je parle de capacité de prédiction. Et des axes organisants proposés, donc c'est augmenter la conscientisation des acteurs d'une écologie de l'innovation à travers les conséquences de conséquences, mieux développer le rôle des aspirations comme levier de cohérence, ça je vais revenir dessus sur les 2 autres petits travaux, et rendre plus transparent le fonctionnement du dispositif. Parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que pour beaucoup d'entreprises, le dispositif, que ce soit CCI, BPI, HDFiD, le CETI, Ramatériel, etc., pour beaucoup d'entreprises, il y a une certaine méfiance parce qu'ils perçoivent des choses qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, on observe des comportements sans pouvoir les expliquer de manière rationnelle. Derrière ça, en fait, ils perçoivent des enjeux politiques qui sont non dits et de fait, ça crée de la méfiance. Donc peut-être que, alors c'est évidemment une hypothèse à discuter, mais voilà, peut-être qu'en rendant plus transparent et en assumant ces enjeux politiques sous-jacents, qui sont tout à fait normaux dans la mesure où c'est des acteurs publics, peut-être qu'on améliorerait tout simplement, on diminuerait le sentiment de méfiance vis-à-vis du dispositif, de manière à aller vers plus de collaboration publique-privée. Donc maintenant, on va aborder le deuxième thème, donc sur une communauté d'innovation que j'ai étudiée depuis 2 ans et sur laquelle on a écrit 2 articles et un troisième est en cours d'écriture. Donc, la première axe, ça va être la naissance de Fashion Green Hub. À l'époque, ça s'appelait Nord-Créa, un nom tout simplement fédérateur, Nord-Créa. Vous êtes dans le Nord, vous travaillez de près ou de loin sur le vêtement, vous pouvez intégrer Nord-Créa. Et maintenant, en contexte français, parisien, lyonnais, européen, ils ont préféré changer de nom et s'appeler Fashion Green Hub. Donc, comment cette communauté est née, comment elle a grandi. Et deuxième partie, on verra comment aujourd'hui ils arrivent à créer une entreprise qui s'appelle Atelier 4.0, je crois, ou Atelier Agile, aujourd'hui. Donc, le premier article, il est disponible sur Kern, Walk the Talk, risque perçu et innovation collaborative. Le cas de Plateau Fertile, un tiers-lieu textile. Donc, Walk the Talk, c'est une expression anglophone qui veut dire les gens qui walk the talk, c'est ils disent ce qu'ils font. Enfin, ils font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. À l'inverse de je dis quelque chose, mais finalement, dans l'observation, on voit autre chose, et vice-versa. Donc, le point de départ, c'était de se dire la région possède tout un tas de dispositifs. Pourquoi Fashion Green Hub existe? Dans la mesure où voilà, il y a tout un tas de démarches apparemment équivalentes. La question sous-jacente, c'est et ces démarches sont-elles réellement équivalentes? En fait, c'est là qu'on s'aperçoit la différence entre du top-down et du bottom-up. Le contexte de ces observations, c'est de se rendre compte que la majorité des projets d'innovation échouent. Donc, il y a un besoin de trouver des solutions à chaque fois, de collaborer, coopérer. Avec cette idée, comme je l'ai dit, le risque n'est pas une question uniquement objectivable. Le risque est construit, il n'existe pas dans la nature. Et qui plus est, en contexte d'innovation, si on fait des calculs statistiques rétrospectifs et à la fois qu'on cherche à développer des nouveaux marchés, c'est très compliqué d'étudier un marché qui n'existe pas encore. Un processus d'innovation est interactif, collaboratif et ouvert. Ça, c'est plutôt 3 points de contexte qui sont issus de nombreux travaux, Christensen, Calon-Latour, etc. Donc, j'ai fait une petite timeline de Fashion Green Hub. Donc, ça a été fondé en 2015 avec 5-6 personnes et ça s'appelait Nord-Créa. Là où ils ont été assez brillants, c'est dès le début de faire un certain nombre d'événements. Si vous vous rappelez, au tout début, quand j'ai présenté les 3 strates de l'écosystème d'innovation, un upper ground structuré, underground informel
Et tout l'enjeu entre les deux, ça va être de structurer, de connecter l'underground avec l'upperground. Et parmi ces canaux de structuration, il y a les événements. Et donc, ils n'étaient pas au courant de ça, mais leur instinct, c'était de faire des événements. Et en fait, ça s'est avéré très pertinent. Donc, les événements, c'est les Fashion Tech Days 2015, 2016, 2017. Je l'ai mis en plus gros parce que c'est vraiment celui-là qui a fait basculer. 2018, 2019. Et aujourd'hui, donc depuis 2020, ils font plus de Fashion Tech Day, ils font que des Fashion Green Day, sauf qu'ils en font 3 fois par an. Avec tantôt ouvert au public, tantôt privé, maximum 300 personnes. Et c'est globalement que des personnes hautement décisionnaires dans leur entreprise. Plateau Fertile, donc en bas au milieu, c'est le tiers-lieu qui ont permis d'ancrer la communauté à Roubaix. Donc, ils ont investi une entreprise, une ancienne usine textile désaffectée, comme il en existe tant à Roubaix et Tourcoing, avec cette idée aussi symbolique de ne pas effacer l'histoire de Roubaix-Tourcoing, de la région, mais de la réinvestir et de remettre des machines à coudre là où ça fait plus d'un siècle, presque un siècle, qu'il n'y en avait plus. Et donc, sont apparus donc 30 membres, 60 membres, 110 membres, 250 membres. Les membres sont des entreprises, des freelances, des designers. Ça peut être Auchan, Decathlon, ou alors un designer, etc. C'est aussi ça la richesse de ce réseau, c'est de pouvoir rencontrer des personnes complètement différentes. Atelier de customisation, upcycling, espace de coworking, modélisation 3D, production de masques sanitaires. Ils ont fait partie évidemment des tiers-lieux qui ont su réagir pendant le premier confinement à produire, je ne sais plus, 20 000 ou 50 000 masques en l'espace de 2-3 semaines pour les collectivités régionales. Et aujourd'hui, donc, Atelier Agile, usine 4.0, centre de formation, ouverture de Lyon et de Paris. Donc ça, c'est un schéma qu'ils ont réalisé eux-mêmes pour décrire un peu leur univers. Ils appellent ça la galaxie. Des think tanks, comment penser la mode durable, la logistique durable, fabriquer sans emballage. Toutes ces questions-là, en fait, c'est des sujets qui sont transversaux à toutes les entreprises qui vendent du vêtement, distribuent, conçoivent, tissent, etc. Donc, pourquoi pas se mettre ensemble pour étudier ces questions. Accompagner des créateurs, faire du design produit, campus de formation, parce que là aussi, ce qui a été assez ingénieux, c'est de se dire, très bien, on fait de la modélisation 3D. On a assemblé des briques technologiques qui n'existent pas encore ensemble pour apporter une nouvelle solution innovante. Sauf que si personne sait s'en servir, finalement, elle va nous rester sur les bras. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratuitement former un certain nombre de personnes. En fait, quand je dis « on va former », ce n'est même pas « on », c'est les gens qui ont construit ces technologies vont former eux-mêmes, se forment et vont former de manière à pouvoir diffuser cette nouvelle technologie. Et un Fab Lab et un Room Lab, un showroom, quoi. Et toujours les événements. Don't tell me, show me. C'était aussi de constater que finalement, au sein de ce tiers-lieu, ce qui m'avait interpellé, c'est qu'à aucun endroit, ils expliquent qu'ils sont dans le partage, la collaboration, etc. Et pour autant, c'est ce qu'on observe. Et à l'inverse, j'ai visité des incubateurs d'entreprises où sur la porte, il y a écrit collaboration, partage, etc. Et puis quand j'interviewe les porteurs de projets ou les chefs d'entreprise, tout le monde m'explique que finalement, c'est des portes fermées, qu'on ne tire rien des réunions parce que chacun protège l'information, etc., etc. Donc voilà, ce qui m'avait interpellé, c'était ça. Pourquoi eux ne disent rien et finalement agissent comme ça, et d'autres disent beaucoup et finalement agissent peu. D'où l'expression et d'où le nom dans le titre. Comment donc expliquer la trajectoire fédératrice de Plateau Fertile et quels seraient les facteurs clés de succès? Donc, autour de la question du tiers-lieu, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une question d'appropriation, de bricolage, on appelle ça, où chacun en fait apporte et construit, co-construit finalement ce lieu qui passe d'un espace, l'espace étant un espace neutre, potentialité d'action, qui devient un lieu vécu avec tout un tas d'affordances, porteurs de valeurs et de culture. Et à la fois, on passe d'un savoir, champ d'action, à une dimension de connaissance, c'est-à-dire avec la pratique, l'expérience, le vécu, et création de communauté. Donc, c'est un ensemble de valeurs éthiques distinctives qui se trouvent au cœur de la communauté et qui permettent en fait une maîtrise des risques autour de
ce qu'on a nommé confiance, responsabilité et engagement éclairé. Donc, une maîtrise des risques est inscrite dans des espaces-temps, des dynamiques de situation, y compris l'ubiquité avec toutes les technologies digitales. J'ai mis quelques verbatims, mais peut-être je peux passer. Pour juste, voilà. Donc ça, c'est le schéma un peu de conclusion de cette première constatation. C'est de se rendre compte que finalement, dans un écosystème global, ce qui semble s'opérer, c'est que, et ça rejoint les travaux que j'ai cités au début de l'équipe de Mosaïque, l'équipe de recherche de Mosaïque, il y a une partie structurelle qui est évidemment nécessaire, avec les avantages et les inconvénients que ça porte. Donc, j'ai mis Eura Material, ECTI, Maison des Modes, HDFiD, CCI, Lamel, etc. Alors, bon, peut-être on verra après. Donc, il y a une logique plutôt top-down où on va planifier et on va distribuer du savoir étant normé. Le savoir étant dans les livres, la connaissance étant dans la pratique. Donc, mettre à disposition du savoir de manière explicite, normée, transparente, et à l'inverse, avoir des dynamiques bottom-up qui sont fondées plutôt sur des capacités relationnelles fortes et qui développent de la connaissance tacite, justement parce que je présentais tout à l'heure, des think tanks, des événements, etc., où véritablement, les personnes vont pratiquer, vont mettre en pratique, vont questionner, vont tester, et peuvent tester pourquoi à moindre coût, parce qu'ils partagent, parce que les coûts sont répartis, les risques sont répartis, et tout ça, donc c'est toujours ce que j'avais mis, confiance, responsabilité, engagement éclairé. L'engagement éclairé vient du fait qu'il y a des valeurs écologiques, durables, territoriales, etc. Refaire vivre Roubaix, des choses comme ça, qui peuvent paraître anodines, mais finalement donnent du sens au travail. En fait, je crois que je l'ai mis dans les verbatims. Je n'ai pas mis cela. Il y a clairement des gens qui sont venus ici pour la première fois en disant « là, au moins, ça donne du sens à mon travail ». Parce que je suis directeur achat dans un grand groupe et que négocier 10 centimes avec une entreprise chinoise que je n'ai jamais vue, avec des gens que je n'ai jamais vus sur des produits que je ne verrai même pas, finalement, ça fait 20 ans que je fais ce boulot et ça ne m'intéresse plus. Alors que là, il y a des vraies problématiques d'environnement, des vraies problématiques de société. Et donc, je suis prêt aussi à travailler éventuellement le dimanche pour préparer un événement qui me tient à cœur, etc., etc. La confiance et la responsabilité, ça vient avec tout simplement du travail collaboratif qui commence à toute petite échelle. Faire collaborer des gens qui ne se connaissent pas, c'est difficile. Donc, il faut commencer par des toutes petites choses, la première marche de l'escalier, tout simplement. Et donc, ça vient d'une dynamique bottom-up où les gens se connaissent, apprennent à se connaître et se reconnaître ensuite dans l'activité. Et donc, le renouvellement de l'écosystème, ça passe par cette tension entre le structurel et le relationnel. Tantôt, on met les personnes dans des cases, les idées, les connaissances dans des cases. C'est normal, on en a besoin pour appréhender l'environnement. Tantôt, on vient changer l'ordre des cases, les liens entre les cases, parce qu'évidemment, ça ne correspond jamais parfaitement à la réalité. Et la deuxième partie, donc, Fashion Green Hub à l'atelier 4.0. Donc là, j'aborde plutôt une dimension plutôt informationnelle, communicationnelle, donc de l'intrapreneuriat à l'interpreneuriat, mise en tension entre sécurité et transversalité des données via processus informationnel. Donc l'intrapreneuriat, tout le monde sait ce que c'est. Là, ce qu'on propose dans l'article, c'est l'interpreneuriat, c'est-à-dire des gens qui font de l'intrapreneuriat, mais à l'extérieur de l'entreprise, tout en étant aussi à l'intérieur de leur entreprise. Ce que permet finalement la communauté Fashion Green Hub. Puisque ce qu'on s'est aperçu, c'est que les personnes qui sont investies dans cette communauté, c'est toujours des personnes qui sont venues individuellement, qui ont mis en pratique un certain nombre de choses et qui ensuite sont retournées dans leur entreprise avec leur dossier sous le bras pour convaincre leur hiérarchie d'investir dans le tiers-lieu, dans les technologies, dans le centre de formation, etc. etc. Si bien qu'aujourd'hui, ce réseau est reconnu par la région comme tête de filière sur l'industrie du vêtement. Point de départ, comment travailler avec ses concurrents de façon bénéfique, comment organiser finalement la coopétition. Et donc l'étude cherche à montrer comment les entreprises coélaborent,
gouvernance informationnelle pour être mieux à même d'atteindre leurs objectifs respectifs. Bon, la gouvernance, c'est simplement un processus de négociation permanent qui est à la fois doté de pouvoirs exécutoires, donc ce qu'on a dit sur le top-down, qui sait, qui décide et qui décide qui décide, et à la fois des arrangements informels au quotidien imposés par toutes les situations inattendues qu'on peut trouver, notamment dans les trajectoires d'innovation. Culture informationnelle, ça va être une structuration simplement des comportements, des normes et des valeurs socialement partagées qui vont déterminer le sens des informations. J'imagine, enfin voilà, ce type de questions, culture informationnelle, quand on fait du management interculturel, on peut très facilement observer ce genre de phénomène où chacun doté de sa culture, face à un événement, va tirer une information différente. Ça nous a amené à proposer une différenciation entre sécurité et transversalité, en fait, trouver cette tension entre les deux, entre formalisation et liberté, entre le carcan et le cadre, et les règles et l'autonomie. Donc, à partir de là, je reviens aussi sur le risque, qui est abordé du point de vue infocommunicationnel. Donc là, ça va être dans le cas des données. Comment je peux partager des données avec mes concurrents sans me faire voler des données? Comment je peux accueillir des concurrents sans me faire voler, etc., etc. Et donc, comment tout ça, c'est négocié en permanence pour atteindre des objectifs d'innovation. J'ai remis une présentation de plateau fertile. Bon, du coup, je l'ai présenté, donc je peux passer. Et ce qui amène donc à une première étape de résultat. Donc, on a fait 12 entretiens. Donc, les 2, 4, 5 premiers, c'est des membres pilotes du réseau. Le 6 au milieu, c'est un expert externe qui est intervenu. Et ensuite, les 6 d'après, c'est des entreprises qui ont investi, qui sont partenaires de cette communauté. Donc, ce qui semble être signifiant, en tout cas, ce qui sont nourris par Fashion Green Hub, par cette communauté, il y a d'une part les aspirations personnelles, donc ce que je parlais sur l'écologie, les responsabilités sociétales, la RSE tout simplement, le réseau. Pourquoi est-ce que vous venez là pour le réseau, évidemment? Quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé et que je trouve intéressant, c'est la scalabilité des solutions. Et c'est ça peut-être un des points fondamentaux qu'on peut trouver sur des dynamiques bottom-up, notamment en coopétition, donc faire coopérer des concurrents en compétition, c'est de pouvoir travailler ensemble, donc dégager de la connaissance nouvelle, de la confiance, partager des risques, etc. Mais sur des axes qui sont systématiquement, qui peuvent générer des solutions qui sont scalables à grande échelle. Si vous faites travailler tout un tas de marques de vêtements ensemble, qu'elles travaillent sur la collection de l'année prochaine, ce n'est pas scalable à grande échelle. Donc, il y aura très rapidement des tensions. Par contre, si vous travaillez sur comment on pourrait faire pour faire de la logistique, mais sans emballage, transporter tous nos habits de partout dans le monde sans utiliser d'emballage plastique, voire même sans utiliser d'emballage, sans que ça abîme les chaînes logistiques. Le fait que telle entreprise trouve une solution, ça ne va pas empêcher les autres de trouver cette même solution. Et donc, en fait, la force de ce réseau, composé notamment forcément d'experts du métier, c'est d'arriver à isoler ces points de tension qui sont transversaux et pouvoir créer des think tanks, des groupes de travail thématiques sur la mode durable, le zéro plastique, la numérisation, enfin, je n'ai plus en tête exactement, mais toujours des points très précis, avec toujours cette idée d'être à la fois dans l'abstrait, mais aussi extrêmement dans le concret. Le groupe de travail, il doit trouver, puisque c'est plusieurs entreprises qui travaillent dessus, chacun a à disposition son entreprise. Donc, ils vont faire une réunion le lundi, ils vont développer un certain nombre de questions, de tests à effectuer. Ils reviennent la semaine prochaine. OK, j'ai bossé avec mes fournisseurs, on a trouvé cette solution. Donc, je vous le dis, ça ne marche pas, ça marche, mais sous certaines conditions. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et en fait, c'est comme ça que les risques sont partagés, maîtrisés, etc. Dynamique bottom-up, donc co-construction, et risque opérationnel négocié. Voilà, j'ai mis aussi 2-3 extraits. Il n'y a pas vraiment de gouvernance. On peut partager nos bonnes pratiques, faire du sourcing, chercher en bonne intelligence. Il y a un partage, il y a aussi une confiance. Ils savent qu'on ne va pas les répéter. La confiance, c'est créée.
à chaque fois c'est pour ça que je disais apprendre à se connaître et se reconnaître. Donc la confiance est créée parce qu'on se pratique depuis un petit temps. Quand on entend 2 ou 3 fois la même chose, on se dit, bon, bah là, il y a un sujet. Donc ça correspond aussi à des travaux qui ont été faits sur ce qu'on appelle les hommes orchestres, avec 4 profils différents. Et c'est des gens qui font, très schématiquement, c'est des personnes qui sont clés dans un écosystème parce qu'ils font circuler le savoir, circuler le réseau, les connaissances, etc., de manière gratuite et fluide. Et donc, la conclusion de cette étude, c'était de montrer les différentes étapes. Et alors, je n'ai pas mis là tous les enjeux à chaque étape, des niveaux de formalisation de la culture informationnelle ou de la gouvernance informationnelle. Le premier étant le plus large, tout en bas, enjeu, contexte et aspiration individuelle. Donc là, il y a tout un travail d'identifier le contexte, d'identifier les tensions et de se découvrir qu'on n'est pas les seuls dans ce contexte, avec ses enjeux et avec ses aspirations. L'idée de ce schéma, c'est le recouvrement des zones. Une fois que ça a été identifié, ça permet de créer des groupes de travail et une communauté informelle. Donc là, on est dans toute la partie basse, fonctionnement plutôt informel, mais fondé sur des dispositifs formels, qui peuvent être un tiers-lieu, un réseau Slack, enfin un canal de communication Slack, et tout autre outil comme Google Drive, tout simplement. Et ensuite, on bascule sur un fonctionnement qui se formalise, mais qui reste, et ça c'est important, fondé sur des valeurs informelles, qui ont été dites précédemment. C'est pour ça que les zones se recouvrent. Et donc là, on obtient Fashion Green Hub en tant que réseau, association, loi 1901, plateau fertile, tiers-lieu, organisé, décoré, mis à disposition, etc. Et ensuite, l'atelier agile, donc, qui est une société anonyme, qui est toujours fondée donc, sur les 3 étapes précédentes. Voilà. Et donc là, le travail en cours, les aspirations, etc. Communauté de destin. Bon, ça, j'ai un peu évoqué. Donc voilà, le travail en cours, c'est de mobiliser des travaux d'un auteur qui s'appelle Chou et qui distingue 4 formes de culture informationnelle. Et donc l'objectif, là, je suis en train de travailler dessus, d'essayer d'identifier quelle culture pour quel niveau. Et donc lui, il identifie relationship-based, donc fondé sur les relations, plutôt fondé sur la prise de risque, fondé sur le respect des lois et orienté vers les résultats. Donc, est-ce qu'on peut, c'est même pas sûr, mais est-ce qu'on peut identifier des prédominances pour chaque étape de structuration? Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Évidemment, toujours relié dans le contexte écosystème. Merci de votre attention.